Alors, je vais donc essayer de vous présenter en quelques étapes pour rebondir sur les propos de Pierre Marès. Moi, l'embryon, c'est mon ami, je l'aime. Et comme je l'explique aux étudiants, ça n'a pas fini de me fasciner. Ça fait à peu près une bonne vingtaine d'années que je travaille en médecine de la reproduction, que mon chemin professionnel m'a orienté tant du côté clinique que du côté biologique vers la médecine de la reproduction. Et comme je l'explique aux étudiants en médecine, l'embryon, c'est une passion, c'est-à-dire il n'y a rien de plus surprenant que ça. Et je vais essayer de vous montrer en quelques diapositives quelques tours de magie, parce qu'il y en a des milliers, des centaines, pour ce qu'on connaît, mais quelques-uns que j'explique chaque année à ces étudiants qui sont à la fin fascinés. Et chaque année, je reçois, c'est vrai, des milliers de mails d'étudiants qui me disent « Mais comment on fait pour faire de l'embryologie, de la médecine de la reproduction ?» Alors on y va. Tout d'abord, on va voir si ça marche. Et là, vous voyez, ça commence comme ça. C'est-à-dire que vous avez un ovocyte qui va donc être fécondé par un spermatozoïde. Et quelques heures après, on a le stade de la fécondation. Donc déjà, lui, il est fascinant parce que ces deux petits groupes gris que vous voyez au centre représentent en fait, d'une part, l'ADN de l'ovocyte qui possède 23 chromosomes et du spermatozoïde 23 chromosomes. Et cette fusion des deux lots de chromosomes se fait en général vers le centre de l'ovocyte. C'est ce qu'on appelle l'amphimixie. C'est donc en fait la mise en commun des chromosomes sur un même fuseau. Et ça se fait d'une façon absolument harmonieuse. Si ça ne se fait pas, c'est justement qu'il y a un problème génétique probable ou autre, parce que c'est très complexe également le cycle cellulaire. Et si ça se fait, on va alors pouvoir passer au stade suivant, qui est le stade de cellules, qu'on observe à 24-26 heures après la fécondation. Et depuis donc l'avènement des techniques de fécondation in vitro, on arrive à suivre de façon merveilleuse ces premiers stades, comme vous pouvez voir. Puis on passe à un stade donc de 4 cellules, et ainsi de suite. On passe à un stade 8 cellules, et c'est quand même pas l'armée du salut, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être en avance, et d'autres qui vont être en retard. Et nous, comme dans la vie, ça va nous permettre de les observer. Et vous savez pas quoi ? On transférera dans notre technique de FIV les embryons qui seront à l'heure ou en avance. Mais comme dans la vie, pas trop en avance d'ailleurs, mais surtout pas en retard. Et on sait aujourd'hui, par l'avènement également des techniques génétiques, que ce sont des embryons, quand ils n'ont pas une cinétique normale, qui sont porteurs d'anomalies chromosomiques à peu près de l'ordre de 85%. D'abord, il y a un embryon sur 2 qu'on conçoit et qui est porteur d'anomalies génétiques chromosomiques. Et tout l'objectif, c'est d'essayer, au fur et à mesure des développements du stade embryonnaire, à ce stade-là, que vous avez sur la gauche, c'est-à-dire blastocyste. Et ça, c'est extraordinaire, puisque ces cellules qui étaient donc toutes ce qu'on appelle des cellules totipotentes, elles possèdent le même potentiel génétique, elles sont capables de donner l'ensemble des lignées du corps humain. Mais quand on arrive à ce stade de blastocyste, on a d'un côté, comme vous le voyez, la masse cellulaire interne. Et ça, ces cellules, elles sont plus totipotentes, elles sont dans notre jargon pluripotentes, parce qu'elles peuvent donner toutes les lignées du corps humain, sauf le placenta. Et autour, le cytotrophoblast, qui va lui-même ensuite donc se différencier en un certain nombre de tissus, donnera le futur placenta. Et là, donc vous allez voir que cet embryon, donc, et comme vous le voyez, va s'implanter du côté donc, de la muqueuse endométriale. Et ça, déjà, c'est un premier tour de magie, parce que si le bouton embryonnaire ne s'accole pas du côté de la muqueuse endométriale, il n'y aura pas de nidation. Il y a d'ores et déjà une polarisation qui se fait, et la nidation ne peut avoir lieu que si ce bouton embryonnaire, cette masse cellulaire interne, est donc du côté de la muqueuse endométriale. Et au fur et à mesure de ces étapes, l'embryon va donc aller se nider et s'enfouir au niveau donc, de l'utérus, pour faire simple. Et donc là, comme vous pouvez le voir, progressivement, la masse cellulaire interne va se différencier en 2 feuillets. Le feuillet supérieur, qui est ce petit feuillet bleu, et qui s'appelle l'épiblaste, et puis une partie de la masse cellulaire interne va se différencier ici en un feuillet inférieur qu'on appelle l'hypoblaste.
Et là, j'explique aux étudiants que l'épiblaste, ce feuillet, ici, qui apparaît, va être l'acteur principal de cette pièce, parce qu'en fait, c'est lui, comme vous allez le voir, va distribuer et mettre en place un certain nombre de tissus qui vont se différencier et qui font que les différents pays qui ont légiféré sur la recherche sur l'embryon ont légiféré à partir de l'apparition de certains tissus. Donc, ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est lesquels et pourquoi ils ont réfléchi comme ça. Alors, les différentes phases qui s'opèrent d'un point de vue programmation génétique, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancement de l'embryon, on va voir qu'il y a toujours les mêmes processus communs, on va dire pour être très simple, c'est-à-dire c'est des phases de multiplication et de différenciation. Et tout ça est programmé génétiquement. Et c'est ça qui personnellement me fascine. Donc la première phase qu'il va y avoir au départ, c'est celle-ci. C'est-à-dire que les cellules de l'hypoblaste vont se multiplier, migrer et former comme ça, progressivement, les parois de la vésicule vitelline primitive. Dans un premier temps, et dans un second temps, on voit apparaître autour de ce disque embryonnaire qui est donc didermique, eh bien, on voit apparaître le mésenchyme extra-embryonnaire qui entoure l'embryon et qui n'apparaît de nulle part parce qu'en fait, on ne sait pas d'où il vient. On a très peu de recul sur l'origine des tissus. On en a obtenu par les chercheurs par radio-immunomarquage ou également sur des hystérectomies pour lesquelles on ne savait pas que la femme était enceinte et pour lesquelles donc on a découvert des débuts de stade embryonnaire qui nous ont permis d'avancer en embryologie. Donc l'embryologie, c'est un axe de recherche très pointu et très complexe chez l'homme du moins. On a évidemment beaucoup de choses qu'on tient de l'animal. Et au sein de ce mésenchyme extra-embryonnaire, les cellules qui se sont différenciées vont se mettre à sécréter des espèces de petits lacs, comme ça. Et ces petits lacs, vous voyez, qu'on a ces petites cavités lacunaires, vont au bout d'un moment fusionner pour pouvoir former ce qu'on appelle la cavité choriale. Et cette cavité choriale va progressivement faire le tour de l'embryon pour arriver ici, comme vous le voyez, à la fin pratiquement bientôt de la deuxième semaine du développement embryonnaire. Et de nouveau, l'hypoblaste va envoyer donc une deuxième vague de multiplication et de migration qui va enserrer la vésicule vitelline primaire, l'expulser. Il va former donc les vestiges qu'on appelle les kystes exocélomiques et former donc ensuite la cavité donc choriale qu'on voit à l'extérieur, hormis à un niveau de condensation du mésenchyme extra-embryonnaire qui va mettre en place le futur socle du cordon ombilical. Et là, vous voyez, c'est cette fameuse écho qu'on fait après un test de bêta-HCG, 12 à 15 jours après, qui nous montre donc, ici comme vous le voyez, donc la vésicule vitelline. Et déjà, alors qu'on est seulement, cette petite réglette permet aux étudiants aussi de se situer, et je la reprends pour amener mes propos, en fin de deuxième semaine, une espèce d'œuf avec déjà, donc, comme vous voyez ici, sur la partie supérieure, la cavité amniotique qui est ce fameux liquide amniotique dans lequel ensuite on va chercher quelques gouttes du précieux liquide pour pouvoir faire un diagnostic prénatal ultérieurement. Eh bien, vous voyez, les Anglais, par exemple, ont décidé que de J1 à J14, ce stade-là s'appellerait, ce que je viens de vous présenter, le stade pré-embryon. Et pourquoi? C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant par la suite. Ce stade, jusque-là, eux, ont légiféré de façon à pouvoir faire de la recherche sur ces premiers stades, et pas après, pas au stade embryonnaire, parce que justement, on va voir que l'épiblaste va faire apparaître d'autres tissus qui leur fait dire à eux, enfin c'est tout un groupe, c'est très transversal, la HFEA en Angleterre, qu'après, la recherche est interdite sur l'embryon. La troisième semaine va être consacrée à l'apparition d'un troisième feuillet, qui est le feuillet mésoblastique, le feuillet rouge, c'est ce qu'on appelle la gastrulation. Donc vous voyez 2 semaines, 2 feuillets, 3 semaines, 3 feuillets. Seulement, c'est en fait l'épiblaste qui va former le mésoblaste, le feuillet, je reviens en arrière, le feuillet intermédiaire et celui du bas
l'entoblaste. D'accord? Donc il va y avoir une disparition de l'hypoblaste. Et ce qui est un deuxième tour de magie de l'embryon, c'est qu'en fait, vous voyez que tout sert de brouillon à la mise en place d'ébauches de plus en plus perfectionnées. Alors, comment ça se passe? Donc si vous avez ce feuillet bleu, l'épiblaste, et en dessous donc le feuillet hypoblastique, et puis ici, vous voyez qu'il va y avoir sur cette partie des cellules qui vont migrer. On ne sait pas comment, c'est génétiquement programmé, former une ligne primitive, un petit amoncellement au centre, et qui va se perforer d'un petit trou, une perforation, d'accord, qu'on appelle le nœud de Hensen. Et les cellules épiblastiques qui se multiplient, et bien qu'est-ce qu'elles font? Elles migrent vers la ligne primitive par le nœud de Hensen, elles basculent par cette ligne qui s'est perforée au centre et ce nœud de Hensen qui s'est perforé, et puis elles passent en dessous. Donc je suis obligée de faire une coupe transversale pour que vous puissiez voir ce qui se passe à ce moment-là. Donc on avait l'hypoblaste que vous connaissez maintenant si bien que moi, ce feuillet jaune. Et là, une fois que ça bascule en dessous, clac, ça va aller chasser, remplacer les cellules de l'hypoblaste pour former ce feuillet vert que je vous ai présenté au départ. Et donc à partir de là, on a un changement de nomenclature. Et puis, si vous regardez également donc, comment se met en place sur le côté la partie mésoblaste latérale, c'est pareil, les cellules vont basculer, mais au lieu de migrer, comme on l'a vu en dessous, sur le feuillet inférieur, vont migrer d'une part sur le côté pour aller former le mésoblaste latéral. À quoi bon et à quoi cela va servir? On va le voir tout de suite. Mais également par la ligne primitive pour former deux lames latéralement de mésoblaste latéral. Voilà. Donc on est parti de cellules, comme vous l'avez vu, complètement d'un tas amorphe et rien. Et comme si chacune de ces cellules avait un cerveau monstrueux que sûrement l'intelligence artificielle dont a parlé Pierre Marès arrivera peut-être un jour à mettre en évidence les méandres et à tout télécommander pour arriver à ce que pour l'instant quand même on a de la marge, à également créer cet axe central ici qu'on appelle la plaque précordale, mais également, comme vous allez le voir ici, un petit canal qui permet de relier, de faire communiquer la partie supérieure qui est la cavité amniotique et inférieure, ici, qui est la vésicule vitelline secondaire ou définitive. Et puis alors, on est là maintenant, comme vous le voyez, à 3 semaines de développement. Va commencer ici, allez doucement, un processus qu'on appelle la délimitation, dans la 3e semaine, où tout d'un coup, vous allez voir apparaître l'embryon. Parce qu'on peut quand même se demander comment on a, à partir de ça, un embryon qui se forme. Eh bien, c'est simple, il va y avoir ce phénomène de délimitation, c'est-à-dire que au niveau de la cavité amniotique et de la vésicule vitelline, d'accord, eh bien, la cavité amniotique va s'étirer, et elle va s'étirer, donc ce feuillet épiblastique va s'étirer et commencer à prendre la courbure qui est caractéristique des vertébrés supérieurs que nous sommes, avec un étirement en longueur, mais également en largeur, surtout en largeur, comme si déjà l'embryon avait prévu qu'allait se loger au niveau de la partie supérieure notre cerveau. Et ça, c'est un truc extraordinaire parce qu'il va prendre progressivement, et c'est difficile à représenter sur un PowerPoint, une espèce de forme de poire avec d'ores et déjà le futur emplacement, comme on va le voir, du tissu neuronal qui va se développer, plus en largeur. Et regardez ce que ça donne quand on est au milieu. Donc, la cavité amniotique va déborder pour aller enserrer le disque embryonnaire. Elle va l'enserrer progressivement. Vous voyez que la vésicule vitelline qui subit toujours est en train donc d'être strangulée sur son tiers supérieur pour ensuite, ici, à la fin du 1er mois, et là je pense que vous le voyez, prendre cette forme embryonnaire. Il y a des repères dont je ne vous ai pas parlé, notamment l'air cardiaque, qui a donc basculé et qui fait qu'on a le cœur à gauche, normalement, si tout va bien, mais surtout en position ventrale. Et cette image permet de comprendre pourquoi le feuillet épiblastique s'appelle le feuillet dorsal. Ce feuillet bleu, vous voyez, recouvre totalement donc la partie dorsale, si on peut dire, de l'embryon. Et ici, donc vous voyez le pédicule embryonnaire qui donnera donc le futur cordon ombilical.
Alors, ça, c'est si tout se passe bien. Mais il peut y avoir, vous voyez, un certain nombre d'anomalies de la délimitation, comme par exemple le fait qu'il y a un manque de liquide amniotique dans la cavité amniotique. Et à ce moment-là, ces parties-là, ici, vont adhérer entre elles, va avoir des adhérences qui vont se créer, et donc toute cette partie-là va s'ouvrir, ce qui fait que, à partir du moment où ça s'ouvre, pour faire les assises du corps transformé, ben, il va y avoir une... J'ai vraiment du mal avec de bouger ma souris. Au niveau de l'échographie, ici, vous voyez qu'il n'y a plus du tout de massif facial qu'on retrouve sur ces voies, avec une création de fente labiale qui peut se faire, et d'exencéphalie, c'est-à-dire qu'en fait, la partie du système nerveux central va sortir. Donc on va voir pourquoi. Pourquoi, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, si on détaille ce qui se passe maintenant au niveau de l'ectoblaste, on a eu ici l'apparition de nouveau de cellules qui se sont multipliées, qui se sont regroupées au centre de l'embryon et qui ont formé ce qu'on appelle la plaque neurale. Et la plaque neurale, elle a été induite par la corde, par une espèce de cascade d'activation. Donc il y a d'ailleurs des facs qui font le choix pédagogique d'enseigner uniquement la cascade qui est programmée génétiquement d'activation de la différenciation de l'ectoblaste en tissu nerveux. Et cette plaque neurale va elle-même donc se creuser, comme on peut le voir, d'un sillon dans un premier temps. Et puis ensuite, elle va se... Donc on voit là encore qu'elle a une forme donc, de poire plus prononcée au niveau donc, la plus céphalique de l'embryon. Et ensuite, elle va donc s'invaginer pour créer un tube. Et ce tube va basculer sous la partie à l'intérieur du disque embryonnaire, comme vous allez le voir ici. Vous voyez que c'est comme ça, ça va se refermer et basculer donc en dessous pour former ici la moelle épinière et donc les futures vésicules cérébrales. Donc là, il y en a 3. Au départ, c'est les vésicules primitives. Il y en a 3, puis il y en a 5 qui sont là. Et donc, si vous voyez ma réglette, ce processus-là a démarré en milieu de 3e semaine de développement du tissu nerveux, donc du système nerveux central et de la moelle épinière, la malle en évidence. Et à partir du moment où du système, les cellules commencent à se différencier pour donner des cellules du système nerveux central, eh bien, énormément de praticiens et de philosophes et d'éthiciens et l'ensemble de ces corps de métier qui ont réfléchi à la légalisation de la recherche, on dit s'il y a du tissu nerveux, il y a peut-être une âme, et je vais laisser après, bien évidemment, les juristes pour en parler, mais c'est une grande base de la réflexion qui fait qu'on a parlé de pré-embryon tant qu'on est sûr qu'il n'y a pas apparition du tissu nerveux et qu'aucune cellule ne s'est différenciée vers une cellule qui donnera donc la plaque neurale. Donc, si on regarde ici donc à un stade plus élaboré, vous voyez bien ces 3 vésicules, prosencéphale, mésencéphale, rhombencéphale. Vous voyez le curseur en bas, on n'est qu'à 1 mois de développement et déjà, regardez tout ce que cet embryon exceptionnel a réussi à vous livrer et à vous montrer ce qu'il a été capable de faire. Si jamais donc on a une anomalie de fermeture du tube neural, c'est-à-dire que au lieu que le tube se détache pour passer, basculer en dessous, il reste attaché au niveau d'une partie en communication avec la cavité amniotique. Vous savez que la nature a horreur du vide et donc, eh bien, cette partie-là va aller s'excaver dans la cavité amniotique et il va se créer ce qu'on peut appeler un spina bifida ou myéloméningocèle. Et si c'est au niveau de la fermeture de l'extrémité du tube neural qu'on appelle le neuropore antérieur, c'est le cerveau, une partie du cerveau qui va sortir et il y aura à ce moment-là donc une anencéphalie, c'est-à-dire le cerveau qui est la forme la plus grave, qui bien évidemment va amener à une interruption médicale de grossesse. Donc là vous voyez le fœtus qui correspond à l'échographie que je vous ai montrée et donc vous voyez à quel point également l'étude du développement embryonnaire nous permet ensuite de comprendre toute la fœtopathologie et nous amener de façon réfléchie au diagnostic, pas toujours bien sûr, mais souvent, on va dire, diagnostic d'interruption médicale de grossesse. Voilà encore
l'image également échographique qui nous permet de voir. Ici, on le retrouve au niveau fœtopathologique, un myéloméningocèle, avec une excavation de tout, c'est-à-dire la moelle et toutes les annexes qui vont avec. Et donc voilà notre sympathique petit embryon, vu de l'extérieur en fin de premier mois, parce que j'ai présenté, vu que le temps, donc que quelques aspects, c'est vraiment on a survolé, on va dire, certaines étapes de l'embryon. Il nous amène donc à le voir ici de l'extérieur. Et si on voit donc d'une part cette caractéristique, cette courbure nucale et cette courbure donc caractéristique des vertébrés, dorsale caractéristique des vertébrés, et vous voyez donc qu'il est complètement polarisé avec une extrémité céphalique, une extrémité caudale. On voit également donc l'attache du cordon ombilical. Et si on regarde maintenant des embryons de vertébrés de fin du premier mois, je vais vous raconter une petite anecdote. J'explique aux étudiants qu'en fait, à ce stade, on ne peut pas faire la différence entre des embryons qui viennent d'une espèce donc mammifère aux fins de premier mois, et parce que c'est pas encore le moment, ça se fait bien après les étapes. On démarre la mise en place des ébauches des organes, puis ensuite il y a l'organogénèse, puis des phénomènes qu'on va le voir de maturation. Et donc je leur dis ça. Et je reçois un jour un mail d'un étudiant qui me dit « Docteur Anaori, moi j'ai trouvé, je les reconnais, je sais lequel est l'humain, c'est le B. Le A vient d'un dauphin de la mer Caspienne, et le C vient d'un requin de la mer Méditerranée, où je ne sais plus de quoi il avait trouvé. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Donc j'ai repris mes notes parce que c'était des images que j'avais prises sur Internet. Et je vois qu'effectivement, ce que me disait cet étudiant était vrai. Il avait trouvé. Donc j'étais quand même fascinée. Je me suis dit, mais comment il a fait? Donc je lui ai renvoyé un mail, je lui ai dit, vous êtes pêcheur? Il me répond, mais non, docteur Anaori, maintenant on a Google, on rentre les images, on fait tourner le moteur, et je retrouve vos images. J'ai trouvé que c'était l'embryon humain, était l'embryon. Je ne vous dis pas lequel, parce que chaque année je joue avec. L'embryon vertébré, le numéro B. Voilà, donc actuellement, on ne peut pas, enfin on peut, mais c'est très difficile, et mon but pédagogique était de bien montrer que les choses se faisaient après. Elles se font sur un axe ici, c'est-à-dire que moi je leur montre à 4 semaines, puis ensuite, donc, vous avez vu que la mise en place des ébauches des organes commence au milieu de 3e semaine et s'étend bien après. Puis il y a l'organogénèse, puis ensuite, ça continue, vous le savez, sous l'influence de l'environnement et d'un tas de choses. Le phénomène de maturation continue. L'histogénèse est un processus extrêmement important de maturation et de différenciation. Tout cela est génétiquement programmé, puis ensuite, après la naissance, donc dépend d'autres facteurs, on parlera peut-être durant ces 2 journées, pour nous amener donc à une maturité physique, et qui fait que nous sommes donc tous ici des êtres différents et uniques.